Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour en images sur la victoire du Barça hier soir contre le Betis Séville. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça nous redonne un peu le sourire, la banane, donc profitons-en, ça ne va peut-être pas durer, en tout cas c'est assez rare ces temps-ci, donc on va en profiter un petit peu. En ce dimanche ensoleillé, c'est magnifique. Donc le retour des 4 fantastiques au milieu de terrain a fait du bien, il nous a fait beaucoup de bien dans la maîtrise de balle, quoi, pour les sorties de balle aussi, la gestion des temps forts, des temps faibles, tout ce que tu veux frère. Le milieu à 4, les 4 fantastiques, Busquets, Frenkie, Gavi et Pedrito, ils nous ont fait du bien. Ils nous ont fait du bien, sachant que les 4 fantastiques sur le terrain, c'est 7 matchs, 7 victoires, tout simplement, cette saison. C'est ça qu'il faut aussi ressortir comme stat, c'est que avec Busquets, Frenkie en double pivot, Gavi, Pedri sur le terrain, on a joué 7 matchs, et on a gagné 7 fois. Voilà, je le répète, mais c'est une stat assez intéressante. Avec ces 4 sur le terrain, on a les milieux les plus complémentaires possibles qu'on a dans l'effectif. De toute façon, c'est pas très compliqué, on n'a pas non plus beaucoup plus de milieux que ça, on n'a pas non plus 90 milieux, donc voilà. Mais Busquets, Frenkie, le double pivot, c'est vraiment la complémentarité parfaite, tout simplement. On a le côté vision de jeu, utilisation du ballon, tempo, tout ça. Le jeu long, tout ça avec Busquets, les sorties de balles intelligentes, le placement aussi de Busquets, il fait beaucoup de bien. Ça laisse beaucoup de liberté à Frenkie, qui a beaucoup plus de place au lieu de rester, on va dire, dans ce poste seul de pivot et de devoir à lui tout seul organiser tout. Bah, il a un mec à côté qui s'occupe de ça et Frenkie, il peut s'occuper aussi de ses tâches. Et chacun, parce que c'est pareil pour Gavi aussi. Quand Gavi, il y a un double pivot derrière lui, bah, il n'est pas obligé de revenir tout le temps et faire uniquement des replis défensifs, du pressing, tout ça. Il peut aussi utiliser le ballon pour les attaques, tout simplement. Et c'est ce qu'on a vu avec Gavi hier, c'est que il a plus souvent été utile dans les attaques que quand il manque ces deux-là en double pivot. D'habitude, il est plus obligé de redescendre. On a un Pedri aussi plus haut qui s'occupe de la création. Donc, en fait, on a chacun qui tient son rôle. On a Pedri à la création, Gavi dans le contre-pressing, mais aussi dans les percées plein axe aussi, avec ses appels incessants et ses percées balles au pied. On va le voir dans l'analyse, c'est assez intéressant. On a Busquets qui est là pour gérer un peu tout le monde, pour structurer un peu plus ce milieu. Et Frenkie qui est là pour aider dans les sorties de balle quand il descend au niveau des défenseurs. Puis avec son volume de jeu, il peut se permettre de percer aussi plein axe à porter le ballon en gros au milieu de terrain. Donc en gros il est un peu plus libre et ça lui laisse plus de liberté s'il y a un mec qui reste constamment à couvrir aussi au poste de 6. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a beaucoup de complémentarité et qu'on a un milieu vraiment magnifique. La différence entre le match d'hier et le match contre le Rayo Vallecano aussi c'est faite déjà par ce milieu très complémentaire comme on le sait, mais par le fait aussi que le Betis a quand même mis beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins d'agressivité, on va pas se mentir que le Rayo Vallecano, voilà, mais c'est pas uniquement ça. On va le voir dans la vidéo. On va voir que l'équipe elle est un peu mieux structurée concrètement avec le retour de Busquets et le double pivot, c'est un peu plus structuré. On va voir aussi que les latéraux ont été utilisés cette fois-ci. Contre le Rayo Vallecano, on n'avait pas réussi vraiment à utiliser les latéraux en fait. Pour les sorties de balles, tout ça, ils avaient été totalement inutiles en fait. Koundé et Baldé étaient limite souvent très très haut, tellement haut en fait qu'on pouvait pas aller les chercher, fallait aller chercher sur du jeu long, mais fallait être très précis et c'est une chose qu'on n'arrivait pas à être précis. Cette fois-ci les latéraux ont été trouvés pour les sorties de balles et on va voir que ça fait toute la différence aussi. Et non seulement on a réussi à passer par les côtés avec les latéraux, mais on a aussi réussi par moments à percer et à trouver des circuits de passe plein axe et ça aussi ça nous rend beaucoup plus dangereux, beaucoup plus imprévisible le fait de pouvoir soit passer par les côtés, soit dans l'axe, tout ça c'est assez logique. Et pour finir le rouge aussi, le carton rouge quand même, on va pas se mentir, il a aussi énormément aidé à plier le match assez rapidement. C'était quand on gagnait 1-0, après il y a le rouge qui arrive, on joue à 11 contre 10, c'est quand même beaucoup plus facile, surtout que même avant ce rouge là, on avait quand même énormément la maîtrise du match, donc ça a facilité les choses. Donc on va démarrer tout de suite, première séquence, le Barça repart de sa défense, on voit le bloc du Betis assez haut, Araujo reçoit le ballon et on voit directement Rafinha déclencher son appel. Je pense que c'est des automatismes travaillés, évidemment, pour moi c'est assez logique je pense. Donc Araujo a dans un premier temps deux choix, soit envoyer la Rafinha en profondeur, soit servir Koundé dans le couloir. Pedri vient ensuite demander le ballon dans les pieds, plein axe. Au passage, Rafinha nous fait sa spéciale appel en profondeur. De base, il part quand son adversaire arrive dans le sens inverse, en fait. Il attire un peu son adversaire. Et une fois que l'adversaire il arrive, il déclenche son appel à contre-pied, on va dire. Ensuite, il fait aussi la feinte, un peu de partir à droite, mais prend complètement la diagonale pour partir dans l'axe. Ça, c'est un truc qu'il fait aussi souvent. Il est assez bon là-dedans. Donc le Betis veut rester compact et l'ailier bouche l'axe et il laisse Koundé assez libre. Si Araujo la donne à Koundé, il le poussera, l'ailier viendra
presser Koundé et pour le pousser vers la ligne et l'empêcher un peu de ressortir proprement. Et ça va être plus compliqué pour nous d'essayer de trouver des circuits de passe depuis coller à la ligne de touche sans avoir trop d'espace. Mais Araujo sert Pedri dans un petit espace, c'est plutôt bien donné. Pedri qui va remiser parfaitement pour Koundé sur le côté complètement libre. Passer par l'axe donc pour ensuite écarter, ça c'est la chose à faire, c'est parfait dans ces cas-là. Koundé peut monter et servir Rafinha encore une fois à démarquer. Hein. Miranda lui laissait beaucoup de place en fait parce qu'il avait peur à mon avis d'être pris sur les appels je pense. Donc Rafinha sert ensuite Gavi alors que Koundé continue sa course dans le couloir. Malheureusement Gavi laisse passer pour Lewandowski qui était un peu trop loin. Ils se sont pas vraiment compris je pense. Bref cette séquence c'était surtout pour montrer que cette fois-ci on a su utiliser nos latéraux pour sortir le ballon et ça nous facilite quand même beaucoup les choses. On reverra une action un peu similaire on va dire sur le but de Lewandowski où Koundé prendra le couloir, cette fois-ci il sera servi et ça fera but pour Lewandowski. Un mot pour Christensen aussi quand même hein, qui a fait beaucoup de bien pour son retour. On a retrouvé notre défenseur qui est le maître dans la relance et ça fait aussi beaucoup de différence hein. Christensen c'est le défenseur le plus complet qu'on a, il est bon en défense, il est bon dans l'anticipation, il est bon dans les contacts avec les attaquants et évidemment il est tellement intelligent pour relancer les ballons, c'est magnifique. On voit le bloc du Betis assez compact dans l'axe autour de Frenkie, Busquets, Pedri. Gavi souvent qui est le plus avancé va profiter de la situation, ça sera pas la première fois de toute façon ni la dernière fois dans le match. On voit Lewandowski faire signe aussi de la donner à Gavi hein. Le bloc du Betis est baladé de gauche à droite et Guido Rodriguez est en retard sur Gavi. Christensen va donc servir Gavi en profondeur, ce qui nous permet de casser cette ligne du milieu un peu plus facilement. Voilà, donc quand on a des défenseurs qui savent relancer comme ça, c'est plus facile pour nous pour déclencher un peu des attaques. Encore une sortie de balle côté Koundé cette fois avec le Betis qui presse haut. L'ailier bouche la passe pour Pedri encore une fois. Carvalho qui va sur Pedri mais qui laisse Busquets seul. L'attaquant au lieu de boucher l'axe, on va dire de bloquer un peu la passe pour Busquets, il va sur Ronald, peut-être un peu trop. Koundé donc a largement la place pour servir Busquets qui est seul hein, et qui lui a de la marge pour pouvoir servir ensuite tranquillement Frenkie. Encore une fois on voit Gavi qui est derrière Guido Rodriguez. Et encore une fois le bloc se déplace de gauche à droite, il est un peu bougé, baladé, le latéral ne veut pas se rapprocher de Gavi pour pas laisser Baldé seul dans le couloir et donc prendre après le couloir et le bouffer par sa vitesse hein. Frenkie va trouver Gavi qui fait un appel assez intéressant. Au dernier moment, il va sur le ballon, mais ensuite le laisse passer pour prendre cette petite avance sur Guido Rodriguez et pouvoir accélérer vers l'attaque, quoi. Chose dont je parlais dans l'avant-match, hein, Gavi qui avant faisait beaucoup ce genre de choses pour casser un peu des lignes. Il utilisait ses appels, ses orientations du corps pour accélérer le jeu, on va dire, et attaquer. Attaquer les espaces, attaquer dans le dos de ce milieu-là. Et dernièrement, il le faisait beaucoup moins. Et sur ce match-là, il s'est un peu rattrapé. Autre séquence cette fois, une percée par l'axe. Hier, on a vu par moment donc Busquets qui était trouvé dans l'axe en relais et ça change un petit peu d'habitude, ça fait plaisir. Souvent, on a du mal à trouver des solutions de passe dans l'axe. Hein. On passe souvent, on fait le tour de la défense, on fait des passes en U. C'est un peu chiant, je vous avoue. Cette fois-ci, Frenkie va trouver dans un petit espace Busquets. Derrière, on voit Pedri qui prend l'espace vide. Au passage, ça attire d'ailleurs un défenseur central et donne de l'espace un peu plus pour Robert. Busquets en deux touches se retourne et sert Lewandowski. Le contrôle est un peu long et le latéral sort sur lui. Hein. Miranda il sort sur Lewandowski, mais ça laisse donc Rafinha seul dans son dos. Lewandowski le sert, mais le centre sera repoussé malheureusement. Ça fait du bien quand même de voir des circuits de passe dans l'axe cette fois-ci. Séquence du premier but maintenant. Le Barça a un corner qui est repoussé. Ça revient sur Baldé qui tente un centre qui est encore repoussé. Le ballon revient encore une fois dans nos pieds, ceux de Pedri cette fois-ci. Rafinha est sur le côté. Et Koundé demande le ballon entre les deux joueurs du Betis. Hein. Pedri, digne héritier de Xavi, de la Xavineta, attend le bon moment et feinte une passe pour Koundé. Ce qui fait en fait bouger, vous remarquez que au moment où il va faire sa petite feinte de passe, ça va faire bouger le joueur du Betis, l'ailier, qui bouchait l'angle de passe pour Rafinha de base, il va resserrer sur Koundé. Du coup, ça va laisser Rafinha, ça va laisser un angle de passe pour Rafinha tranquille. Donc après, c'est la qualité de centre de Rafinha qui fait la différence. Et Christensen et Araujo qui étaient restés aux avant-postes. Christensen qui fait la différence sur son jeu de tête. 1-0. Premier but de Christensen au Barça, c'est magnifique. Deuxième but maintenant, au départ de l'action, Koundé a le ballon dans le couloir. Pedri vient en soutien et comme souvent, Gavi en électron libre un peu vient en soutien pour proposer un peu plus haut.
haut. On voit dans le couloir Koundé qui se fait oublier aussi. Pedri sert Gavi qui direct cherche à attaquer l'espace. Direct, il a le ballon, il attaque. Koundé démarre sa course dans le couloir et Gavi va le servir parfaitement. Encore une fois, un Gavi un peu plus retrouvé qui se focalise plus sur les attaques quand le double pivot est là. Comme je disais tout à l'heure, quand il y a un double pivot qui est là pour maîtriser le jeu, pour aussi couvrir les contre-attaques, les trucs comme ça, on a un Gavi qui se concentre un peu plus sur les attaques et c'est un peu plus plaisant à voir quand même. Donc avant même que Koundé reçoive le ballon, Lewandowski se démarque et passe devant le défenseur, tu vois. Il est dans le dos du défenseur de base et il va faire sa course en diagonale en direction de la zone de la surface, quoi. Koundé centre en première intention, action parfaite et ça fait 2-0 et but de Lewandowski. Troisième but, le joueur à suivre sur l'action, c'est Raphinha. Évidemment, si vous le suivez du regard dans les matchs, vous remarquerez qu'il est constamment en mouvement et donc c'est assez difficile de marquer le joueur. Souvent, il fait des appels contre appels et c'est forcément difficile du coup pour les défenseurs de le suivre, donc c'est pas facile, hein. Il est clairement meilleur sans ballon qu'avec le ballon, hein, Raphinha, on va pas se mentir, même s'il a une qualité de passe, une qualité de centre qui est assez bonne. C'est un des joueurs, un des meilleurs joueurs de l'équipe, je pense, sans ballon au niveau de ses appels. Donc au départ, on le voit faire quelques pas vers l'avant, toujours attentif au jeu et regarde attentivement ce qui se passe. La défense du Betis bouge en même temps que lui, elle le suit un petit peu, elle recule. Baldé a le ballon ensuite et elle repart un peu vers notre camp. Donc on voit que Raphinha refait quelques pas dans l'autre sens pour faire remonter aussi un peu la ligne défensive. Donc dans un premier temps, il fait ses appels vers nos propres cages, donc ça attire un petit peu les joueurs pour après faire un contre-appel et les prendre dans le dos en fait. Donc toujours très attentif au jeu, il va attendre le dernier moment. Quand Busquets va contrôler pour déclencher en gros son appel, au moment où Busquets contrôle en se tournant face au jeu, boum, Raphinha il déclenche son appel direct. Les défenseurs sont statiques, on le voit, ils sont droits, ils sont pas prêts à ça. La vista et la qualité de passe après de Busquets, ça fait ensuite la différence, hein. Raphinha arrive face au gardien et convertit, ça fait 3-0, c'est magnifique. Raphinha est loin d'être un joueur parfait, on va pas se mentir, c'est pas en un seul match comme ça qu'il va convaincre les plus sceptiques, on va dire, mais il faut souligner aussi ce qu'il fait de bien, et dans ce match-là, il a fait quand même pas mal de choses qui sont bien, et ce qu'il fait sur cette action-là, précisément, il l'a souvent fait cette saison, et c'est un des meilleurs dans le domaine, comme je l'ai dit, dans les appels, dans les appels en rupture comme ça, appel contre appel, il est excellent. Maintenant, il doit être un peu plus régulier, clairement, on va pas se mentir, hein, il doit être vraiment beaucoup plus régulier, s'il nous sort des matchs comme ça toute la saison, moi je le mets titulaire, tu vois, en soi. Pour moi, un joueur comme ça qui fait des différences par ses appels, qui est incessant comme ça, qui est assez intéressant dans le jeu, évidemment, je le verrai un peu plus titulaire. Maintenant, il doit être plus régulier, comme je l'ai dit, mais avec un latéral plus offensif aussi à chaque fois à ses côtés, à côté de lui, je pense qu'il nous montrerait un visage un peu plus similaire, beaucoup plus souvent dans la saison, je pense. Donc, je vais pas analyser le dernier but, hein, c'est un but un peu contre son camp, il y a rien à analyser, c'est un corner, tout ça, donc on va finir par la pépite, hein. Parce qu'on était obligé d'en parler un petit peu, c'est la fin du match et Lamine et Dembélé sont rentrés, c'est incroyable. Dembélé sert Lamine Yamal dans l'axe face au jeu et déclenche son appel dans le dos de la défense dans la profondeur plein axe là. La passe de Lamine Yamal est parfaitement dosée, petite balle piquée au-dessus de la défense, c'est magnifique. Bien sûr, on retrouve notre bon vieux Dembélé, hein, qui est là pour faire le spectacle, j'ai envie de dire. Je n'en dirai pas plus, on va mettre ça sur le fait qu'il revient de blessure, même si on pourrait dire que toute sa vie, il revient de blessure. Maintenant, on va passer aux questions-réponses, questions que vous m'avez posées sur Instagram hier. Vous avez été nombreux à participer, je vous en remercie. J'ai pas sélectionné, on va faire ça en freestyle comme d'hab, tu connais pour ceux qui ont l'habitude. Je vais essayer de sélectionner un max de questions, je vais essayer de faire vite. Il y a quand même plus de 60 questions, donc forcément, c'est compliqué, on va pas pouvoir tout prendre. Mais on y va, c'est parti. Première question de Nordine Moubarit, qui dit « Ça commence déjà à me saouler, moi l'histoire de Pichichi, pas toi, ça gâche un peu le reste. » Je dirais pas que ça gâche le reste, mais effectivement, c'est des choses dont les supporters se concentrent, on va dire, qui n'apportent rien, on va dire. Moi, personnellement, je l'avais déjà dit, que Lewandowski soit Pichichi ou non, je m'en fous complètement, perso, c'est un truc qui m'intéresse pas. En soi, je veux juste gagner la Liga, quoi. Je veux juste qu'on assiste à des beaux matchs, qu'il y ait des buts, qu'il y ait des belles actions, des actions construites, en fait. Que Lewandowski marque, ou que ça soit Koundé, ou Kessié, ou Ter Stegen qui claque Ter Stegen s'il claque une reprise de volée en pleine lucarne, je dis pas non plus, mais peu importe qui marque, en fait, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir, c'est des belles actions construites, un jeu intéressant. Le reste, après, n'importe qui peut marquer. Enfin, après, ça fait plaisir pour Lewandowski, tant mieux pour lui, mais perso, moi, ça m'intéresse pas. Ensuite, on a Thomas qui dit le retournement de veste de tous ceux qui critiquaient Xavi quand les joueurs sont là, les résultats aussi. Ouais, il y a moyen. Après, il y en a toujours qui gardent leur ligne de conduite, hein, qui sont. Après, on va pas faire les mecs non plus.
t'y oublies trop vite. Et évidemment, c'est pas une victoire contre le Betis Séville 4-0 qui font oublier tous les problèmes qu'on a eu cette saison. Mais comme tu dis, quand on a tous nos joueurs, c'est un peu plus facile. Voilà, tout n'est pas parfait, tout n'a pas été parfait, loin de là cette saison. Mais on a vu que quand on avait tous nos joueurs disponibles, on arrivait quand même à faire des matchs un peu plus sympathiques. C'est tout ce que j'ai envie de dire, tout ce que j'ai envie de faire remarquer aux gens. Maintenant, on verra, écoutez, on verra la saison prochaine, mais pour ceux qui sont pas contents du travail de Xavi, effectivement, ils vont devoir être patients parce que Xavi va rester la saison prochaine, il va prolonger encore une fois et, et il sera là pour de nombreuses années, je l'espère. Ensuite, on a Babsni qui dit, tu gérerais comment Lamine si t'étais coach, qui sait, peut-être futur coach du Barça. Non, je pense pas. Je laisse ma place à Xavi, et puis ensuite le coach après Xavi ça sera Busquets les gars, vous allez kiffer. Comment je le gérerai, je sais pas, c'est difficile à gérer les jeunes comme ça, c'est plus que du coaching footballistique, c'est aussi être comment dire, être psychologue aussi. C'est un jeune encore, c'est un gamin Lamine Yamal, donc le problème c'est ça, c'est qu'il a même pas 16 ans encore et il y a beaucoup de pression autour de lui. Moi c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, je vous avoue, j'ai peur pour lui, je suis très content pour Lamine Yamal qu'il ait commencé, mais j'ai plus d'inquiétude pour sa carrière qu'autre chose pour le moment. J'ai pas envie qu'on refasse une Ansu Fati, une Boyan. On a tellement vu de jeunes qui arrivent de la Masia qui sont très prometteurs et qui arrivent pas à confirmer parce que soit il y a trop de pression, soit les blessures, soit les trucs, c'est compliqué. Mais là, hier, c'était un match parfait pour lui pour rentrer, on gagnait 3-0. Il allait rentrer, puis au moment où il va pour rentrer, on met le 4e but, donc il rentre, il y a 4-0, il y a pas de suspense. Le Betis, il jouait même à 9, Joaquin qui s'est blessé. Ça aussi, c'est un truc assez marrant qu'on peut remarquer, c'est que Joaquin, c'est le joueur le plus vieux de la Liga qui faisait son dernier match au Camp Nou, peut-être même son dernier match de la saison vu la blessure. Et là, on a au moment où lui il se blesse et il sort, on a Lamine Yamal qui rentre et qui est le plus jeune de l'histoire de la Liga à démarrer, je crois, en tout cas du Barça, mais je crois que c'est de la Liga. Qui démarre comme ça, c'est un passage de flambeau assez intéressant, j'ai trouvé. Je trouve ça assez marrant pour le côté un peu histoire. Mais voilà, mais comment le gérer, faut le gérer prudemment, Lamine Yamal. Il faut pas s'enflammer. Je vois beaucoup trop de gens qui s'enflamment et ça me fait flipper, je vous avoue. Ensuite, on a Sokoman qui dit en dessous, s'il te plaît, me donne pas de faux espoirs. Ouais, c'est vrai qu'en dessous, il fait des bonnes rentrées, j'avoue. Mais c'est toujours pareil. On peut se dire, on peut se répéter les mêmes choses, les amis. Ansu Fati, la plupart du temps, cette saison, quand il a été bon, c'est quand il est rentré en cours de match. Donc après, forcément, moi, j'ai envie de le voir titulaire de temps en temps et voir ce qu'il va faire. Mais après, la plupart du temps, quand même, il nous a déçus quand il était titulaire. Il faisait pas grand chose. Et après, le match d'après, il rentrait quelques minutes et il faisait des belles choses. Donc pour le moment, j'ai l'impression que Ansu Fati, c'est vraiment quand il rentre, il montre des belles choses. Maintenant, il faut confirmer, c'est comme d'hab en fait. Mais pour l'instant, il a jamais vraiment confirmé. Malheureusement, c'est compliqué. Mais on va voir. Il faut qu'il fasse une fin de saison intéressante pour voir s'il reste. Mais pour le moment, là, c'est pas assez. C'est pas assez. Il y a des espoirs, mais c'est peut-être des faux espoirs comme tu dis. Ensuite, il y a Ayman qui me pose la question, savoir si ma position par rapport à Ansu Fati, elle a changé par rapport à ses dernières performances. Elle a pas vraiment changé. Pour moi, ma position, c'est toujours la même chose. Ansu Fati, j'aimerais bien le prêter. Maintenant, si en fin de saison, il montre vraiment des belles choses, s'il monte en puissance, il montre vraiment quelque chose, mais vraiment une grosse rupture, c'est-à-dire qu'il passe d'un coup, il claque des buts, il devient vraiment beaucoup plus performant, beaucoup plus entreprenant dans son jeu, là, il y aura une différence. Mais si il fait des petites rentrées, c'est intéressant, mais sans plus, ça peut pas changer. Ma position, elle peut pas changer pour ça, c'est pas assez. Moi, j'aimerais bien qu'il soit prêté, Ansu Fati, qu'il aille un peu loin du club, sans pression, qu'il aille se refaire une petite santé psychologique là-bas, et après on verra ce qui se passe. Ensuite, on a Modou le Sage qui dit Christensen a bien signé son retour, quel comeback magnifique. J'avoue, Christensen, moi, c'est un peu mon coup de cœur cette saison, quoi. Je savais que c'était un bon défenseur. J'avais pas trop de certitude non plus parce que sa dernière saison à Chelsea, elle était pas fameuse. Sa fin de saison à Chelsea était compliquée. Il jouait plus trop. Bon, après, voilà, parce qu'il allait partir libre peut-être aussi, mais des fois, il était titulaire, il sortait à la mi-temps. Il faisait pas une saison fantastique à Chelsea, sa dernière saison, on peut pas dire le contraire, mais c'est vraiment le gars, pour moi, ça se joue entre lui et Araujo au niveau du meilleur défenseur. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est un défenseur plus complet que Ronald, plus intelligent, plus technique, plus fin techniquement, mais qui est tout aussi important dans l'impact et tout ça, dans le côté défensif. Donc je sais pas si, parce que j'aime beaucoup Araujo aussi, quand même, je vais pas mentir, mais ça se joue entre les deux. Au niveau du meilleur défenseur cette saison, ça se joue vraiment entre les deux. Le seul problème de Christensen, c'est qu'il se blesse un petit peu trop quand même, je trouve. Ensuite, on a Teddy qui dit si on continue comme ça à gagner, on sera champion dans combien de matchs? Je crois que si le Real continue à gagner et que nous on continue à gagner, on sera champion dans 3 matchs. Donc si après il y a un faux pas de la part du Real, on peut être champion dans 2 matchs si on gagne nos 2 prochains matchs.
On verra bien ce qui va se passer. Ensuite, on a Matteo Dupont qui dit Lewandowski commence à nous casser la tête. Dembélé qui a été absent depuis 2 mois était plus dangereux que lui en 15 minutes. Revois l'action que j'ai montrée là. Lamine il fait la passe à Dembélé et Dembélé il veut faire la passe à Lewandowski, il loupe le ballon. Ça nous rappelle des bons souvenirs de la part de Dembélé. Pas d'accord, non, Dembélé n'a pas été dangereux, il a rien fait. Après je critique pas, hein, Dembélé revient de blessure. Le but n'était pas de faire des crochets, d'accélérer comme un porc pour jouer les 10 dernières minutes. Le but c'était pas de faire un crochet, une blessure et 6 mois d'absence. Le but n'était pas là, je pense, pour Dembélé. Le but c'était juste de reprendre un peu de, tu vois, la dynamique, rentrer quelques minutes, reprendre un peu de rythme. Tout ça c'était pas. On l'a vu, Dembélé, il a pas fait grand chose, mais c'était assez normal. Il était plutôt tranquille. La seule chose notable qu'on a vu de Dembélé, effectivement, c'est son raté sur la passe de Lamine Yamal. Donc, je sais pas. Ensuite, on a Lionel qui dit sera-t-il compliqué pour Xavi de choisir entre Dembélé et Rafinha avec sa forme actuelle? Peut-être. J'espère juste qu'il va y avoir une bonne gestion de la part de Xavi parce que, effectivement, en début de saison, on avait un Dembélé beaucoup plus entreprenant dans le jeu, tout ça. Donc, il était passé devant Rafinha, mais on avait un Rafinha, du coup, qui était peut-être un peu frustré par son temps de jeu, par son utilisation. On savait pas trop. Soit ça alternait avec Dembélé, Rafinha. Dembélé était vraiment passé devant en début d'année là, retour de Coupe du Monde. Dembélé était passé devant, on avait Gavi en faux ailier, donc Rafinha jouait plus. Là maintenant on a vu quand même un Rafinha en l'absence de Dembélé qui a fait le taf. Hein. Est-ce que Dembélé s'il avait été là, il aurait fait autant le taf que Rafinha en termes de stats, en termes d'efficacité, de résultats? Je sais pas. Franchement je sais pas parce que Dembélé il apporte beaucoup de danger, mais au niveau des stats il te fait pas forcément gagner les matchs Dembélé. Je ne crois pas. Donc Rafinha il a fait le taf. Maintenant on va falloir gérer. Là il y a pas vraiment de casse-tête parce que Dembélé revient de blessure et le but c'est pas de précipiter les choses, ça sert à rien. On n'est pas dans une position où on doit absolument, tu vois, on a Pedri, Frenkie qui sont revenus, on a Christensen qui est revenu, Dembélé est sur le retour, on a Rafinha qui est en forme, voilà, il y a pas à se presser non plus, tu vois. Si on avait une attaque Ferran Torres, Ansu Fati, Lewandowski et que les mecs étaient un peu à la rue, tu vois, tous, c'est un peu le cas, là je t'aurais dit ouais, il va falloir quand même que Dembélé il revienne et tu vois, il y a un côté un peu urgent. Là beaucoup moins, tu vois. Dembélé peut revenir tranquillement, Rafinha il fait le taf en son absence. Ensuite on a Thomas qui dit comment sera pour toi la gestion de Koundé dans la défense l'année prochaine? Bah ça c'est une question intéressante, je pense qu'on verra un peu la saison prochaine comment ça va se passer, l'effectif qu'on va avoir. Effectivement si on fait venir un latéral droit, un vrai latéral droit et que Koundé n'est plus utilisé en latéral droit parce qu'il ne veut pas l'être, ce n'est pas un problème, mais pour moi il est dans la hiérarchie des 3e défenseurs, il n'est pas devant Christensen. Après il y a des choses qui peuvent se passer différemment, des choses qui peuvent être testées. Par exemple, pour donner un petit exemple, imaginons que la saison prochaine on fasse venir un latéral droit mais qu'on n'arrive pas à faire venir un 6. On a un problème qu'on doit garder Busquets, Frenkie. Comment on fait, sachant que Busquets, moi personnellement, c'est mon avis, j'aimerais pas le voir titulaire indiscutable. Donc comment on fait au milieu de terrain? Est-ce qu'on fait un double pivot si on fait venir Gundogan? Est-ce qu'on fait un double pivot Frenkie, Gundogan? Ou est-ce qu'on testerait pas une défense centrale Koundé, Araujo par exemple, Christensen en 6 à la place de Busquets parce que on a le côté défensif de Busquets, ce côté défenseur donc récupérateur de balles, et ce côté aussi technique pour casser des lignes par la passe. Christensen très à l'aise là-dedans, il a déjà joué en 6 avec le Danemark. Donc effectivement, on peut penser à une solution comme ça aussi. Une défense centrale Koundé Araujo, qui serait quand même pas mauvaise, on va dire, même si pour moi Koundé est derrière Christensen dans la hiérarchie, comme je l'ai dit. Mais un double pivot Christensen Frenkie par exemple, ça peut être plutôt pas mal. Ça, c'est un truc qu'on verra ça en début de saison prochaine quand on aura tout l'effectif au complet, qu'on aura le mercato qui a été fait, on verra quel joueur on aura et tout ça. Ensuite, on a IBJR qui dit pourquoi Xavi insiste autant avec Gavi alors qu'il est crevé. Bonne question. Il se dit peut-être que dans la maîtrise de balle et tout ça, Gavi est toujours aussi important, on va dire, dans ce rôle dans le pressing, on va dire, dans le contre-pressing. Il y en a pas beaucoup qui peuvent jouer faux ailier, tu vois. D'un côté, la Gavi encore au milieu, à la limite, tu peux dire pourquoi on mettrait pas Chelsea à la place de Gavi. Là Gavi ne jouait pas vraiment milieu, il était plus un faux ailier quoi, on va dire, qui aidait quand même pas mal au milieu, qui se baladait pas mal. Pour le coup, si Gavi avait fait un match catastrophique, je t'aurais dit ouais je comprends pas trop, mais là Gavi il a été quand même assez excellent, j'ai trouvé hier, comme beaucoup d'autres joueurs, donc ça me paraît plutôt logique qu'il joue. Maintenant oui, il faut qu'il se repose un petit peu, ça serait pas mal qu'il se repose. Voilà, après s'il avait joué milieu comme je t'ai dit, j'aurais bien mis Kessié, mais là il jouait faux ailier, donc c'est soit Gavi, soit Ansu Fati, soit Ferran Torres. Quel est le joueur le plus en forme? C'est Gavi. Ensuite on a Ousmane 10 qui dit selon toi ce Barça peut-il gagner les 6 matchs restants? Je pense pas qu'on gagnera, on fera pas un 100%.
Je pense pas. Je vois mal le 100%. On verra bien, mais je sais pas. Dernière question de la frite catalane qui dit achète ton billet pour le match domicile contre la Sociedad, tu ne le regretteras pas. Eh bien écoute, ma petite fritelle, je ne t'ai pas attendu. J'avoue qu'hier soir j'ai craqué. Et j'ai mon billet pour la Real Sociedad. Donc on espère que le Barça va pas me laisser tomber, tout simplement. Et va me faire plaisir. Va faire plaisir à tonton. Avec une victoire. Donc voilà, j'ai déjà mes billets pour la Sociedad et j'espère que ce sera une belle fête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain, sûrement, oui, pour une nouvelle vidéo, pour l'avant-match, je pense, contre Osasuna, qui joue le match qui se passe le mardi soir. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, un bon dimanche. Ciao.